nationale de santé. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec Maître Sophie Obadia et Sébastien Le Foll, directeur adjoint de l'Express. Merci à tous les deux. Bonjour. D'être là en cette journée particulière. On va commencer avec la nouvelle de la nuit. Un Thierry Breton, ancien commissaire européen, interdit de séjour aux États-Unis pour sa contribution à la régulation des plateformes américaines et donc à la régulation de la désinformation et à la lutte contre la désinformation, en tout cas en Europe. Évidemment, les États-Unis n'ont pas la même vision et Donald Trump en particulier. Résultat, pas de visa pour Thierry Breton pour se rendre aux États-Unis. Il n'en avait pas nécessairement l'intention, mais en fait c'est une nouvelle qui le concerne et 5 autres personnes impliquées donc dans ce dossier de la régulation de l'information en Europe. Que vous inspire cette décision, Maître Sophie Obadia ? Écoutez, là, c'est un acte fondateur de la guerre qui va nous opposer aux États-Unis sur la question. C'était déjà dans l'air depuis longtemps, mais là, c'est très clair. C'est un délit d'opinion, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne pense pas comme vous et qui a décidé d'une politique souverainement en Europe est refusé sur le territoire américain, c'est très grave, en fait. Et donc, nous devons le percevoir comme une première attaque des États-Unis contre notre culture européenne, de ce point de vue, c'est-à-dire du point de vue de la protection des données personnelles, du point de vue de la régulation des GAFAM, etc. Et moi, je pense que c'est très grave. Et c'est, de la part des États-Unis, encore une fois, un grand changement de pied, puisqu'ils ne tolèrent pas une opinion qui n'est pas la leur. Est-ce que c'est la suite du discours de J. Evans en Allemagne l'année dernière, Bien quand sûr. il avait fait un discours sur la liberté d'expression à l'américaine, qui caressait les partis d'extrême droite européens dans le sens du poil et de la prise de parole? Oui, c'est tout à fait ça. Moi, j'avais pris le temps l'année dernière de lire le livre de J.D. Evans, ce fameux livre où il se revendique comme appartenant au monde des pecnos, et il le dit déjà dès l'origine, c'est-à-dire que tout ce qui ne pense pas comme lui doit être non seulement critiqué, mais interdit. Et là, ça pose une vraie question démocratique. Sébastien Le Foll, vous qui dirigez un journal, ça doit vous parler, la question du hiatus, en fait, entre les États-Unis et l'Europe sur cette question de la liberté d'expression. Oui, d'ailleurs, moi, les mésaventures de Thierry Breton m'inspirent un commentaire, c'est que il y a un décalage complet, on le voit encore dans cette histoire, entre les débats politico-médiatiques autour du droit à l'information, de la désinformation, qui portent à 90% sur de savoir si CNews d'un côté, Radio France de l'autre ont pris trop d'importance, s'ils manipulent l'opinion. Or, ce n'est plus du tout là que ça se joue. Aujourd'hui, quand vous prenez l'empire Meta, par exemple, entre Facebook, qui doit compter 35 millions d'utilisateurs actifs par mois, Instagram, plus de 25 millions, on voit là, c'est là que ça se joue, mais pas depuis aujourd'hui, déjà depuis avant-hier. Et ce qui arrive là à Thierry Breton et à d'autres membres d'ONG qui luttent contre la désinformation, c'est l'aboutissement de quelque chose qui a commencé dès le premier mandat de Trump. Je rappelle que Thierry Breton, c'est pas la première fois qu'il est visé. Il y a 5 ans, Le Point avait révélé un document interne à Google qui expliquait la stratégie à suivre par les lobbyistes de GAFA pour essayer de faire capoter le projet de réglementation sur lequel il travaillait déjà à l'époque, Thierry Breton, et tous les moyens, et notamment le recours à l'appareil d'État américain, étaient prévus dans cette stratégie. Le patron de Google de l'époque s'était excusé publiquement, mais c'est une guerre, la guerre de l'information, la guerre de la puissance, elle a lieu sur ce terrain-là. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Elle a lieu à l'aide de la technologie, et la feuille de route publiée par l'administration Trump au début du mois sur la stratégie de sécurité américaine est très claire là-dessus. L'Europe, effectivement, je suis d'accord avec Sophie Obadia, est désignée comme l'ennemi idéologique. Ennemi idéologique, ennemi économique. Il y a, c'est au nom d'ailleurs de la législation sur laquelle a travaillé Thierry Breton que récemment Elon Musk a été condamné, que X a été condamné au début du mois. Donc la guerre a lieu là. Alors l'Europe se défend avec une réglementation et des amendes.
Elle a construit une forteresse. Ça suffira pas parce que l'enjeu c'est un enjeu de puissance et que tant qu'il n'y aura pas une stratégie d'autonomie, de puissance, de construction de champions européens, on sera derrière notre forteresse et oui, on aura peut-être circulation limitée aux États-Unis, mais voilà, c'est là que ça se passe et non pas à l'Arcom, je dirais. Deux réflexions que je vous soumets. La première, c'est que effectivement, si l'Europe n'était pas en retard numérique, elle aurait peut-être un ou deux géants équivalents de Facebook ou de Twitter sur lesquels les Européens pourraient s'inscrire selon des règles de prise de parole européennes, si nous avions ces géants. Et la deuxième chose, c'est que on a le sentiment que les États-Unis font le lit de la désinformation russe, c'est-à-dire qu'en tapant à coups de boutoir sur les règles de prise de parole dans le débat public en France et en Europe, en essayant de les détricoter par cette décision qui vise Thierry Breton, eh bien, on dit aux Russes, continuez à envoyer des fake news sur les réseaux européens, parce que nous, on s'emploie à dézinguer la réglementation européenne qui permet de combattre les fake news. Et par là-dessus, vous avez des gens qui disent « Ah non, mais la démocratie, c'est la liberté d'opinion ». Oui, vous avez raison. C'est un mano à mano, finalement, entre les États-Unis et les Russes. Mais pour les États-Unis, c'est d'abord une guerre commerciale, et pour les Russes, c'est une guerre idéologique. Donc, effectivement, quand l'un quitte le terrain pour le laisser à l'autre, ça n'est jamais bon signe pour l'Europe. Et si nous avions eu ces géants, je n'en sais rien, David, vous savez, on avait un très bon prêt-à-porter, pourtant on laisse rentrer des vêtements de Chine. On ne sait pas, en France, être pro-européen, c'est-à-dire penser collectivement contre d'autres puissances. On ne sait pas le faire. Je crois qu'on ne sait pas le faire. Sébastien, en quelques jours, là, nous avons vécu un concentré, mais de ce qui est un aperçu de ce qui nous attend. Il y a une semaine, Emmanuel Macron reçoit un message d'un chef d'État africain lui demandant de ses nouvelles, car il pensait qu'il y avait un coup d'État en France. À cause d'une vidéo montée avec de l'intelligence artificielle. Ce n'était pas précisé. Or, avec l'IA Act qui n'est pas encore appliqué, Meta aurait dû absolument préciser que c'était, et Meta a refusé de retirer la vidéo. Donc, coup d'État. On voit les conséquences possibles. Là, on n'est pas seulement dans la désinformation, on est dans la manipulation, dans la déstabilisation. La Poste, c'est un groupe de hackers pro-russes qui revendiquent cette attaque. Aujourd'hui, l'interdiction de Thierry Breton, on est effectivement là, l'Europe est au milieu du gué, entre d'un côté la Russie, qui, on le sait de toute façon, va tout faire pour déstabiliser la France, qu'elle a choisi pour cible, et qui a fait d'ailleurs de l'élection présidentielle un terrain privilégié d'action. Et de l'autre, les États-Unis, aujourd'hui, qui tournent le dos à Trump fustige l'effacement civilisationnel. Or, il est porteur de cet effacement civilisationnel lui-même, par sa politique et ses agissements. Vous parlez de la Poste piratée lundi. Une semaine après le piratage du ministère de l'Intérieur, ça pose de très nombreuses questions sur la sécurité informatique, sur la sensibilisation des Français à ces sujets et sur les hackers eux-mêmes, parce que dans le cas du ministère de l'Intérieur, on a affaire à un jeune homme de 22 ans qui a envie de faire la démonstration de ses capacités et de ses prouesses informatiques et il n'en était pas à son coup d'essai. Et dans le cas de la Poste, c'est un groupe, vous l'avez dit, de hackers pro-russes qui revendiquent l'attaque. Que vous inspirent ces nouveaux risques, Sophie Obadia ? Les risques, nous les connaissons puisque la législation prévoit quand même de les punir. Je rappelle que quand même l'introduction dans un système informatique de manière frauduleuse, c'est à minimum 2 ans d'emprisonnement, et quand c'est une entreprise dite étatique, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Donc ce jeune homme-là, pour le ministère de l'Intérieur, il est incarcéré. Donc on peut se dire, vous voyez, on a bien résisté. Mais enfin, j'ai écouté le ministre de l'Intérieur, il dit que les policiers n'ont pas une bonne hygiène numérique, autrement dit qu'ils n'ont pas la culture numérique qui permet de comprendre qu'il y a une possibilité d'être hacké et que c'est très grave, parce que ce sont des fichiers sensibles qui ont été touchés. Ce sont les personnes recherchées, c'est ce qu'on appelle le TAGE d'ailleurs, le fichier qui permet de savoir si des personnes ont déjà été condamnées ou suivies par la police. Donc ce sont quand même des données sensibles. Eh bien, nous ne savons là non plus pas le faire. Nous avons pris un grand retard. Et c'est comme si, effectivement, nous pensions que c'est pas grave, il y aura toujours un firewall quelque part, une protection qui tombera. Mais non, en réalité, c'est un fait politique, c'est une nécessité politique. Et je crois que le ministre de l'Intérieur l'a parfaitement compris.
Et jamais la question de ce qu'on appelle la souveraineté numérique ne s'est aussi bien posée, parce que il y a les hackers d'un côté, il y a ceux qui piratent, alors affiliés à des États ou pour leur compte personnel, et puis de l'autre côté, il y a quelque chose dont on parle assez peu, c'est les datas des grandes institutions économiques, financières, qui sont dans ce qu'on appelle le cloud. Et ce cloud, il est quasiment totalement maîtrisé par des grandes firmes américaines, et on retourne aux États-Unis. Les Américains ont nos datas, disposent de nos datas, et pas uniquement les datas de loisirs, les photos, les messages Facebook, les messages Twitter, Instagram, etc. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont stocké leurs données dans du cloud américain, et là encore, ça donne aux Américains des moyens de rétorsion illimités sur l'économie française et européenne. Les Américains, mais pas seulement, et sans aller même jusqu'au cloud. Notre vulnérabilité est énorme. Je crois que c'est la Finlande qui récemment s'est rendu compte que ces bus électriques, la totalité de ces bus électriques, fabriqués avec des composants chinois, bien que l'entreprise chinoise qui avait fabriqué ce composant avait la capacité de prendre le contrôle à distance de tous les bus électriques de Finlande. Donc vous voyez, il n'y a pas seulement le cloud, il y a toutes les pièces. Donc il y a là aussi la désindustrialisation de l'Europe. Donc notre vulnérabilité. Et aujourd'hui, l'Europe est piégée parce qu'on le voit, le débat même sur Air France qui choisit à nouveau Starlink pour équiper ses avions. Air France se défend en disant oui, mais si l'Europe s'était dotée d'outils indépendants, on ne dépendrait pas des Américains. Donc là, on est dans le piège. Et le réveil est douloureux, mais prendra du temps si on veut reconquérir une autonomie stratégique. Alors, il y a des petites solutions, j'insiste, par exemple, pour les avocats, puisque nous avons des clauses de confidentialité extrêmement importantes, évidemment, c'est par définition confidentiel, mon métier. Eh bien, pour l'intelligence artificielle, comme nous nous sommes rendus compte que les données que nous donnions pouvaient être désanonymisées et donc devenir totalement contre-confidentiel, on peut créer des espèces de rideaux fermés, c'est-à-dire des systèmes où l'IA, pour chaque cabinet, est protégée et circule en circuit fermé. Vous voyez, c'est des toutes petites solutions pragmatiques, mais au moins on évite que les Américains connaissent les secrets de mes clients. Moi, ça m'évoquera toujours un souvenir. Je me souviens quand on a installé Internet dans le journal où je travaillais à l'époque, Le Figaro, la direction des ressources humaines à l'époque nous a dit: ne jouez pas trop avec. On n'avait pas vu ce que ça serait. C'est un bon conseil. Ça, c'est sûr que vous avez pas mal d'incidents informatiques qui sont liés à des envois de mails frauduleux, et les personnels insuffisamment formés ou sensibilisés ou vigilants laissent entrer un cheval de Troie dans l'organisation. Alors, il y a ce monde qui bouge, et on a parlé uniquement des questions informatiques, numériques et juridiques sur la liberté d'expression. Et il bouge vite, et en même temps, notre classe politique, elle, est engluée, elle est dans un marécage. Elle me fait penser à Louis de Funès dans sa cuve de chewing-gum dans Rabbi Jacob. Et là, il y a un contraste incroyable entre l'accélération du monde et l'immobilisme que se prépare la France en ne sachant pas se sortir du budget. Et le budget, c'est la façon d'avancer pour un pays. C'est la façon dont il investit, dont il se projette dans l'avenir. Ça doit vous terrifier, Sébastien Le Foll. On n'attend pas grand-chose du budget. On espère qu'on en aura un finalement, mais je pense que le sujet est bien plus profond que ça. Il va au-delà du budget. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, à quoi se résumait la vie politique française depuis 15 à 20 ans ? À savoir comment on pouvait empêcher le Front National, devenu Rassemblement National, d'être élu. Donc, les partis de gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On a dit, on va trouver les arguments pour éviter que le RN... ça se limitait à ça, les élections. Empêcher le RN de prendre le pouvoir. Alors, il y a eu l'argument, au départ, du racisme, de l'antisémitisme. Après, il y a eu l'argument de la compétence. On a vu que ces arguments, au fil du temps, perdaient de leur efficacité. Mais pendant ce temps, surtout, les partis politiques n'ont pas travaillé, je pense. Il n'y a aucun projet de société alternatif aujourd'hui au projet populiste, ou nationaliste conservateur. Donc les partis aujourd'hui payent d'abord leur paresse. Ils se sont mis en pilotage automatique pendant 15 ans à s'ériger en rempart contre les RN, mais ils n'ont pas travaillé. Première chose. Et deuxième chose,
l'obsession présidentielle, alors qu'il n'y a aucun projet de société, qu'on est dans la panade, déjà la course à l'échalote pour la présidentielle a démarré. Les partis ne sont que des écuries. Des écuries de course pour la présidentielle. Moi, voilà, c'est ces deux aspects-là, je trouve, que nous payons aujourd'hui. Le mot de la fin, Sophie Obadia. Je suis d'accord, mais cet immobilisme dont on nous parle, on nous dit c'est l'absence de majorité. Mais en fait, non, c'est même pas l'absence de majorité. Vous avez raison, c'est l'absence de projet, puisque au Parlement, ce ne sont que des petites lois catégorielles qui sont inintéressantes qui nous sont proposées, et du côté du gouvernement, il n'y a jamais de grands projets. Donc, en fait, nous ne sommes pas dans l'attente, nous sommes devenus des grands procrastinateurs. Les esprits libres, aujourd'hui, c'était Sophie Obadia et Sébastien Le Foll. Sébastien Le Foll, qu'est-ce qu'on lit dans l'Express cette semaine ? Un passionnant dossier sur les espions. Ils sont de retour à Paris. Ils sont de retour à Paris. Paris est redevenu la capitale des espions, et pas seulement des hackers. Et des espions qui viennent du monde entier, donc. Chine, Russie, le Mossad, vous allez en apprendre de belles. Comme les touristes. Merci à tous les deux. Nous allons nous séparer avec du Bach pour préparer Noël. Une des œuvres que je préfère du maître allemand, c'est le Choral du Veilleur. Bach a composé ça en 1731.